Bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ces antennes pour vous parler de la métaphysique, pour vous parler de la spiritualité, du décryptage des mystères de la vie, pour également échanger avec vous. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Herman Neglipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé. Vous allez bien? Très bien. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà. Je constate ce soir que vous n'avez pas tenu votre baguette magique à main. Il est là. Vous ne l'avez pas tenue habituellement Elle est là, elle m'accompagne. Alors, c'est quoi la position? Ah, mais non, c'est pas un problème. Hein. Ah bon? Je peux la laisser à côté comme je peux la tenir, il n'y a pas de problème à ça. D'accord. Chers téléspectateurs, nous vous proposons la première partie de la chronique. Le côté occulte du diabète. Vous allez convenir avec nous que, dans le domaine de la santé, le plus difficile est de découvrir la cause d'une maladie. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui nous a amenés à nous pencher sur le côté occulte des maladies. Du point de vue métaphysique, tout ce qui existe bénéficie d'une double dimension. C'est pour cela que nous avons promis d'échanger avec vous dans le cadre de ce programme, le monde inconnu, de ce qui est de l'occultisme, et tout ce qui concernerait le domaine médical. Car nous sommes sans ignorer que dans les hôpitaux, tout ce qui relève de l'occulte n'y a pas de place. Pourtant, il est bien question d'une sorte de dualité qui nous interpelle tous, et qui s'explique qu'il n'est que normal et raisonnable, de nous mettre à la recherche de ce qui n'est forcément pas physique, et ce, par rapport à n'importe quelle maladie. Le plus étonnant est que, parmi ces maladies, il y en a celles qui sont courantes, et pourtant taxées d'incurables en médecine officielle, malgré sa modernité. Citons quelques cas de maladies dont on doit boire de médicaments toute sa vie, le paludisme, la grippe, le cancer, l'hypertension, et bien d'autres encore. D'ailleurs, lors de la dernière édition, nous nous sommes appesantis sur l'hypertension, et aujourd'hui, tout en restant sur le système cardiovasculaire, essayons de voir ce qui serait du cas de diabète. Bien qu'il s'agisse d'une question de hausse de glycémie dans le sang, permettez-nous de ne pas définir le diabète comme étant une maladie du sang, mais bien plus, une maladie du dysfonctionnement du pancréas, lorsque ce dernier est sujet de quelques troubles hormonaux. Le côté métaphysique nous interpelle sur la symbolique du pancréas. Il dégage d'abord le pouvoir. Ce qui symbolise la liberté, la maîtrise de soi, la faculté de gérer vos émotions. Pour acquérir un tel pouvoir, il faut éviter d'être exposé sur les difficultés de digestion, la constipation. On doit éviter au pancréas la sédentarité, pour qu'il n'ait pas de dégradation dans son fonctionnement. Car l'activité physique lui permet de stimuler la sensibilité de ces cellules qui produisent, d'un côté le glucagon et de l'autre côté l'insuline, et ces hormones qui lui permettent de se préserver. Il y a entre autres, le fait de renforcer son pouvoir par celui des plantes ayant aussi un pouvoir occulte bien établi, le gingembre, la cannelle, l'ail, le citron, pour ne citer que celles-ci. Toutefois, les bienfaits du gingembre dans l'ensemble de l'organisme sont nombreux et variés, il est actif sur la libido, favorise la digestion, atténue les nausées. C'est un excellent antioxydant, anti-inflammatoire et on lui reconnaît aussi des vertus antidiabétiques et antidouleurs. Propriété magique, en un sort jeté pour diabète ou non, il faut manger du gingembre avant de pratiquer des rituels leur donnera plus de force, puis que vous avez été réchauffé par le gingembre. Ceci est particulièrement vrai pour les rituels d'amour, dans lesquels le gingembre est très utilisé et même comment acquérir de l'argent. Propriété médicinale, il améliorerait aussi le fonctionnement du pancréas dans sa production de l'insuline, mais sans pour autant avoir d'effet sur le poids. Ainsi, cette méta-analyse montre de façon convaincante l'action thérapeutique du gingembre sur le diabète de type 2 et le profil lipidique.
En usage interne, le gingembre est utilisé pour soigner l'inappétence, les digestions difficiles, les flatulences ou les diarrhées. On l'utilise aussi pour prévenir les maladies contagieuses, combattre l'impuissance et stimuler la sécrétion thyroïdienne ainsi que celle des hormones masculines. Résultat, nos organes sont ainsi formés par un assemblage tissulaire renfermant de milliards de cellules. Nous avons intérêt de rester vigilants par rapport au langage de ces micro-organismes, le maladie. Elles nous adressent des messages directs sous forme de malaise, douleurs et autres signaux d'alerte, dont nous n'avons point le droit d'ignorer continuellement. De retour sur ce plateau, ce soir, nous vous parlons du côté occulte du diabète. Professeur Herman Yeglipot, il est difficile de découvrir les causes exactes d'une maladie. Vous, en métaphysique, comment ça se passait qu'à l'hôpital? On va nous parler des tests de ci, des tests de ça, examen de ci, examen de ça. Mais vous, quand vous soignez les gens, comment vous faites? Oui, disons, pas quand nous soignons les gens, mais quand nous soignons aussi les gens, on peut bien dire ça. De toute façon, du point de vue métaphysique, qu'on soit thérapeute ou pas, on a une autre lecture du fonctionnement de l'organisme. Cette lecture est en rapport de la présence de la vie dans le corps. Alors, lorsqu'on parlait de la présence de la vie dans le corps, c'est que nous faisons allusion aux êtres vivants qui, disons, forment cet univers qu'est l'organisme en général. Alors, ces êtres vivants, nous les appelons, par rapport à la langue d'empreinte, les cellules. Bon, on peut trouver d'autres mots, mais on peut tout simplement dire que c'est des micro-organismes, c'est-à-dire des petits organismes qui sont difficiles même à voir à l'œil nu. C'est lorsque ça fait un tas, les cellules s'entassent, voilà, c'est ce que je veux dire, ça forme une masse. C'est là qu'on peut parler des tissus, donc la chair, lorsque nous sommes en train de chercher à manger de la viande. Bon, c'est un tas de cellules qui peut représenter une partie de ce que on nous a servi comme morceau de viande. Alors, c'est ces tas de cellules-là qui peuvent, à la fin, ou fin de compte, représenter ou former ce qu'on peut appeler un organe. Donc, c'est ce qu'on appelle communément les appareils. Le cœur, le pancréas, les poumons, tout ça c'est-à-dire le fondament même de tout ça, ce sont les cellules. Bon, alors, donc, quand on a un dysfonctionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ces êtres vivants, ces minuscules d'êtres vivants. Des êtres vivants parce que quoi? Parce que notre vie passe par là. Oui. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble de tout notre organisme est tapissé de cet univers des vivants. Voilà. Mais professeur Herman Yeglipot, lorsqu'on croit avoir le diabète, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, d'abord, pour donner suite à la première question, il est difficile de découvrir, de connaître la cause d'une maladie. Peut-être de nos jours, il n'est pas difficile de découvrir une maladie, parce que de nos jours, il y a maladie et maladie. Il y a les symptômes qui font partie de la gamme de ce qu'on peut appeler les maladies. Parce que certains de ces symptômes, on les retrouve dans plusieurs maladies. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des symptômes causés par le dysfonctionnement du foie, ce qui fera que de ce dysfonctionnement du foie, vous aurez affaire à la grippe avec les mêmes symptômes, la fièvre, je ne sais pas moi, la toux,
les mêmes symptômes pour la typhoïde, les mêmes symptômes pour le paludisme, à un micron près, c'est-à-dire pas à 100% exactement, mais c'est-à-dire que on est obligé de faire des examens de laboratoire pour distinguer parfois la typhoïde du simple paludisme ou bien je ne sais pas moi de quoi. Alors tout ça c'est le dysfonctionnement du pancréas et du foie. Alors ce dysfonctionnement du foie peut entraîner 18 types de symptômes qui vont s'embraser dans plusieurs sortes de pathologies, de maladies et qui seront donc soignés sans tenir compte du pancréas et non du foie en tant qu'organe lui-même. Alors, donc, il faut maintenant chercher à savoir d'où proviennent tous ces symptômes. La découverte donc de ces symptômes est un problème et très complexe qui fait en sorte que parfois on ne peut pas guérir quelqu'un simplement parce qu'on s'est accroché aux symptômes et non à la cause du mal. C'est-à-dire qu'on est en train d'élaguer les symptômes en disant, bon, disons que tel symptôme doit disparaître avec tel produit, tel autre symptôme avec tel produit et tout. Bon, comme ça, on prescrit 2, 3, 4, 5 produits et même plus. Oui. À partir de là, vous consommez des gadgets sur plusieurs symptômes sans toutefois savoir que vous n'avez qu'un seul problème, le dysfonctionnement du pancréas ou le dysfonctionnement du foie, surtout le foie. Voilà, parce que c'est le foie qui est au centre de beaucoup de ces troubles-là, mais le pancréas y compris. Parce qu'il y a les reins, le pancréas et le foie. Ces trois organes sont des instruments qui se mettent ensemble et s'orchestrent pour le bon fonctionnement de l'organisme. D'accord. J'aimerais que vous nous parliez des propriétés occultes du gingembre, professeur Emmanuel Lipote. Bon, les propriétés occultes du gingembre, c'est qu'on peut utiliser le gingembre comme, disons, un ingrédient qui permet de préparer un rituel. Parce que dans l'occulte, on peut soigner les malades ou la maladie à travers des rituels, c'est-à-dire que on peut faire des mélanges, une décoction, soit pour laver le malade, soit pour le faire boire ou juste brûler sous forme d'encens et tout. Alors donc c'est une cérémonie rituelique. Le gingembre est donc comme un élément clé qui va permettre d'ouvrir la porte pour cette cérémonie, par exemple. C'est moins ce genre de cérémonie. Toutefois, si nous parlons de maladies dues à un sort jeté, des maladies dues à des pratiques de magie noire, des maladies par envoûtement, le gingembre peut être quelque chose de positif pour pouvoir mener une action rituelique, c'est-à-dire une cérémonie. Voilà. Mais comment s'y prendre? C'est-à-dire quoi? Je prends du gingembre en poudre, je prends du gingembre dans son état naturel. Est-ce que je dois bouillir? Est-ce que je dois faire sécher? Non, comment s'y prendre, professeur Emmanuel Lipote? Pour ce qui est du gingembre, on mâche tout simplement. C'est-à-dire on met un morceau de gingembre dans la bouche. Ça permet de donner une puissance, une force à des mots qu'on va prononcer. Parce que en magie, il y a la pensée, il y a la parole, et puis il y a l'acte, c'est-à-dire les actes que vous posez pendant cette cérémonie. Voilà. Mais, professeur Emmanuel Lipote, vous nous dites juste qu'il faut mâcher du gingembre. Oui, comme la cola, comme le bitacola dans la bouche, sans... en longueur de journée non, pendant la cérémonie, un peu avant la cérémonie. D'accord. Pas à longueur de journée, avant la cérémonie. Bon, on peut aussi mâcher du gingembre de temps en temps, pourquoi pas.
hein, le matin au réveil, pourquoi pas, un peu avant d'aller au travail et tout, parce que ça va vous aider d'abord déjà à redonner confiance en soi, hein, puisque lorsque vous avez vous êtes habité par le doute, le manque de confiance en vous, il peut s'avérer que vous avez un dysfonctionnement de votre pancréas. Alors, le gingembre est souvent conseillé pour retrouver cet équilibre, cette confiance en soi. Voilà, est conseillé. C'est pourquoi on a en fait parlé du gingembre. Il y a plein de choses. Le citron n'est pas du reste et l'ail non plus. L'ail, bon, c'est beaucoup plus, pas beaucoup plus pour le diabète, mais beaucoup plus pour l'hypertension. Mais c'est bien des substances qui ont un côté occulte non négligeable. Oui. Voilà. Professeur Herman Neglibot, est-ce que le diabète peut être considéré comme une maladie mystique? Bon, on ne peut pas de nos jours, avec des examens de laboratoire, l'évolution du formatage intellectuel des habitants de notre planète, parler des maladies occultes sur des maladies dont on pense que une certaine science est évoluée à pouvoir détecter la présence de ce maladie en termes de dysfonctionnement, et quelque part parler de l'occulte par rapport à ces maladies serait un langage, je ne sais pas moi, de Moyen Âge. Bon. Mais sauf que l'évolution aussi a permis à ce que le sorcier puisse savoir bien faire ce qu'il a à faire. Parce que en fait, avant, il fallait dépecer un animal pour savoir qu'il existe en cet animal. Lorsque on tuait le gibier, pour savoir qu'il existe le foie, le pancréas et tout, on voyait ça lorsqu'on ouvrait l'animal. Pour faire des parties de cet animal, mettre ça à disposition pour que ça soit cuisiné, pour que ça soit préparé. Alors à cette période, on avait une autre manière de réfléchir, de penser sur ce que serait l'homme que nous sommes, parce que nous sommes du règne animal, en disant que nous aussi nous avons le cœur, peut-être il est comme ça, peut-être. Mais avec les connaissances biologiques et tout, une personne qui est née, qui a les atouts, hein, Oui. de ce qu'on peut dire le pouvoir de la sorcellerie, c'est qu'en utilisant telle méthode, il peut bloquer le pancréas d'un individu. Et le pancréas de cette personne étant bloqué, ça, le fonctionnement de ce pancréas étant bloqué, étant mis en situation de dysfonctionnement, il va se passer un problème, soit au niveau externe du pancréas, dont là nous parlons de la fabrication de ces liquides qui entrent dans le tube digestif au niveau du duodénum pour améliorer la digestion, étant donné que le pancréas est la deuxième langue du tube digestif, c'est-à-dire la première langue étant dans la bouche, la deuxième venant tout juste après l'estomac. Voilà. Alors maintenant, le pancréas va mal fonctionner, la digestion va se compliquer et on aura des difficultés de faire les selles, on aura la constipation, le côlon sera encombré, ou alors le pancréas lui-même va au niveau de l'interne par rapport à la fabrication de ces substances qu'on appelle hormones, parce que les hormones sont en quelque sorte des substances qui entrent dans le sang directement, n'entrent pas dans le tube digestif pour parachever ou faire parachever la digestion. Alors, ces substances donc seront, disons, corrompues.
Et ceci permanemment. Donc vous prenez les produits, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a envoûtement. D'accord. Voilà. Ok. Prenons la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. La mystique de la science face à la connaissance. La conscience doit s'étendre au-delà des firmaments de la réflexion pour se retrouver à l'orbite de la raison. Derrière celle-ci se place la raison d'être de notre propre existence au-dessus de tout. Le but étant de s'éprouver afin de parvenir à l'atteinte inéluctable de la certitude existentielle de soi, puis de tout ce qui existe dans l'ensemble. C'est à partir de là que chacun de nous va parvenir à la maîtrise de soi et dans le même temps comprendre facilement qui est l'autre. Cependant, il ne faut pas que la certitude qui est versée dans la vérité soit juste des récits ou assertions émanant de ce qui nous a été dit ou de ce que nous pensons à tort ou à raison de notre foi aveugle. Mais il faut que tout cela prenne base sur les méandres d'une analyse assurément profonde consistant à établir les liens qui existeraient entre l'objectif et le subjectif, l'irréel au réel, la science occulte et classique, la connaissance et l'intuition. C'est en ayant maîtrisé tous ces concepts qu'on finit par être doté d'un esprit scientifique. Pour bien comprendre ce que c'est que l'esprit scientifique, cela nécessite que nous soyons à même de définir exactement ce qu'est la science elle-même. Disons que la science et la connaissance scientifique sont jusqu'ici sous le prisme d'un enseignement qui, parfois, est porté sur des principes erronés du genre « le sang ne circule pas », tel que le déclara un certain M. Galien au IIe siècle de notre ère. Il a fallu plus de 15 siècles plus tard pour réaliser que ce dernier n'était qu'un imposteur soutenu par le pouvoir catholique romain de l'époque. Bien qu'ayant fait tuer de milliers de chercheurs de l'époque qui s'opposaient et clamaient haut et fort que le sang circulait, n'empêche qu'il soit aujourd'hui le père des professionnels en pharmacie. On n'a jamais regretté ses forfaitures, sinon que ses disciples d'année en année se sont mis à dire que la science évoluait. Un autre exemple est Louis Pasteur, un excellent doué en matière de plagiat. Même comme après sa mort, il a été révélé qu'il ait reconnu lui-même ses manquements. De nos jours, son nom est resté gravé sur l'histoire de ses fautes blanchies et la France l'a béatifié, se baptisant le pays de Pasteur. Dans le monde dit scientifique, les cas semblables sont légion. La science est donc une sorte de problématique qui rend complexe le fait de vouloir la définir, nécessitant de situer le contexte, les objectifs à atteindre, surtout lorsqu'il s'agit d'une formation mettant en relation quelques éléments épistémologiques, sociaux, face à ces multiples disciplines. Sciences médicales, sciences économiques, sciences juridiques, etc. Le tout étant l'atteinte d'un but social donné. À travers la relation entre la science et la connaissance, on se retrouve au carrefour de ce qu'est la vie humaine par exemple. Derrière celui-ci se dévoile la relation universelle de la connaissance humaine et comment s'est organisé le vivant. Si la vie est une formation de forme, la connaissance quant à elle est l'analyse des matières informées d'une part et formées d'autre part. La métaphysique nous permet finalement de parvenir sur ce qui est fondamental pour qu'une analyse puisse être possible même devant des sujets abstraits et subtils. Au résultat, même si l'on n'arrive pas à décrypter les formes d'une formation pour n'avoir pas pu déceler ou avoir perdu de vue l'originalité des formes, grâce à la métaphysique, on finira quand même à déterminer les composants de ces formes. De retour sur ce plateau du monde inconnu, professeur Herman Yeglipot, est-ce que la conscience est devenue une affaire de science? Bon,
La conscience, la science, c'est, disons, deux affaires différentes. La connaissance, oui, la connaissance et la science peuvent avoir un point commun, parce que ici, il s'agit de la science fondamentale, une science qui est au-dessus des sciences appliquées. Les sciences appliquées sont les sciences économiques, la science médicale, la science juridique, les sciences. Donc l'homme trouve son répondant pour essayer de gérer le quotidien. Alors gérer sa vie au fil du temps. Alors que la science fondamentale est en rapport avec les règles basiques qui sont aussi en rapport avec les lois de la nature. Alors là, nous avons la connaissance qui se cache derrière, parce que la connaissance est quelque chose qui s'acquiert, c'est pas quelque chose qu'on partage ou qui se donne. On peut vous donner la chance d'avoir des bribes de connaissances à travers des techniques qui rentrent dans les pratiques. La pratique médicale a plein de techniques qui sont énormément appréciables. La science économique, toutes les sciences ont des techniques. Ces techniques sont utilisées en fonction du but à atteindre de chacune de ces sciences. Cependant, les lois de la nature qui sont sur la base du fonctionnement de l'univers ne nécessitent pas qu'on joue avec des techniques ou qu'on essaie de s'appliquer à certaines techniques pour pouvoir faire évoluer quoi que ce soit, mais qu'on est obligé de respecter ces lois. Et pour pouvoir les respecter, il faut donc les connaître. Alors, les connaître, ça peut paraître très facile, mais c'est aussi tellement difficile que lorsqu'on n'utilise pas le raisonnement, est tellement difficile de les connaître. Parce qu'on n'a jamais vu une bête plonger dans l'eau alors qu'elle ne sait pas nager. Mais on verra un être humain du genre homme ou femme se mettre à expérimenter des choses qui ne sont pas sur la base d'expérimentation, mais sur la base de la pratique, c'est-à-dire en train de vouloir faire quelque chose, pas à titre expérimental, mais à titre, c'est-à-dire, il se moque carrément de ce que serait nécessaire de faire au préalable, c'est-à-dire d'essayer d'expérimenter, de voir, de tâter le terrain, que de tomber dans le sable alors que peut-être c'est un sable mouvant. Alors donc nous sommes un peu à la solde des plus malins et nous faisons tout par le biais de l'intelligence et non par le biais de la réflexion. Et ce qui fait donc que la raison d'être de certaines de nos fautes ne nous concerne pas, au point où nous ne croyons pas fauter du tout, nous pensons que tout ce que nous faisons est bien. Et là, nous pensons que la société telle qu'elle est organisée, c'est comme ça qu'elle devrait être. Ça fait donc que un système mis en place, une hégémonie des prédateurs peut devenir une science. Voilà. C'est dans la défense d'une hégémonie, d'un genre de fonctionnement, les normes qui sont à base de la manière dont certaines personnes réfléchissent et du fait des rapports de force, le voulant, alors vous êtes obligé de vous aligner et faire comme ils veulent, sinon c'est pas la science, c'est pas ce qu'il fallait faire. Alors donc nous, on a un problème que les bêtes n'ont même pas. Pourtant nous tous nous sommes de rien animal et que l'homme devrait avoir une dimension de plus s'il ne restait pas rien qu'avec son intelligence. Parce que derrière l'intelligence, il n'y a pas l'intuition. Et sans l'intuition, on ne peut pas aller vers la connaissance. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez que nous sommes à la solde des plus malins.
Là, maintenant, vous parlez de l'intuition. Comment avoir une bonne intuition, professeur? Non, pour avoir une bonne intuition, il faut apprendre à comprendre. Non à apprendre. Il faut apprendre à comprendre. Parce que apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Ça veut dire que lorsqu'on dit 1 plus 1 égale 2, tu dois te poser la question de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, lorsqu'on te dit quelque chose, ou tout ce qui nous a été dit, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, d'abord dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos églises, jusqu'à aujourd'hui, un genre de questionnement allant dans le sens de vouloir comprendre au fin près ou à un micron près ou au mot à mot les choses, nous aiderait à être affranchis d'une certaine dépendance de choses qui parfois, ces personnes même qui nous disent ces choses-là, elles-mêmes ne maîtrisent pas la chose. Mais quand quelque chose prend corps, ça devient général ou c'est généralisé. Lorsque c'est généralisé, il est difficile de changer la donne. Par exemple, ne dis pas à un musulman que Jésus-Christ était Dieu ou le Fils de Dieu. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Bon, pourquoi? Parce qu'il pense que Dieu ne fait pas d'enfants. Et ne dis pas à un chrétien que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Bon, donc il y a des choses qu'on a pris l'habitude, on a adopté ou on a accepté ou on s'est mis dedans de manière à ne pas nous amener à changer d'idée. La médecine fait partie de ces choses. D'accord. Donc on ne parlait pas de la sorcellerie là où il y a un médecin. On ne lui a jamais parlé de ça en faculté. Mais pourtant, vous deviez collaborer, professeur Emmanuel Lipold. Nous, les qui la collaboration multisectorielle et regarder la médecine officielle et les autres médecines, d'accord? Mais sauf qu'on ne peut pas collaborer lorsque une personne pense qu'elle a une longueur d'onde de plus. Et que si tu veux collaborer avec elle, il faut venir en petit. Lui, il te prend, il te soutient. C'est-à-dire lorsque un médecin est avec un tradipraticien, et c'est que le tradipraticien ne connaît rien. Que si jamais il peut guérir un mal, c'est par hasard. Il n'a pas de laboratoire. Voilà. Et il fait dans le sang dose. Donc, il y a des incriminations qui sont parties sur la base de sa formation, qui tendaient à implémenter une certaine médecine, qu'elle soit supérieure à toutes les autres médecines, puisque c'est la médecine des hôpitaux qui est officielle. C'est la médecine défendue par tous les États. Alors, on l'a vu avec Covid. Il fallait que chaque pays accepte que cette maladie existe. Malgré les différents sons de cloche, on a quand même réussi à faire beaucoup de choses avec des difficultés qu'il y avait pour la population à joindre les deux bouts. Et avec même le rejet, par exemple, en Amérique, le président n'était pas à 100% d'accord avec cette histoire. Peut-être c'est ça qui l'a coulé dans son vote. Donc, et là, ce n'était pas les scientifiques, c'était des politiques. C'est-à-dire, ce n'est pas un groupe de scientifiques, puisque Didier Harold a tout fait pour qu'on comprenne que cette histoire, c'est une supercherie. Lui, reconnu comme un scientifique, l'un des meilleurs du monde, dans son domaine, il n'a pas eu gain de cause. Au contraire, il a failli être éjecté de l'ordre. Il a eu des menaces. Donc, il y a un problème de point de vue qui peut devenir des sciences. Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous avez élevé un pan concernant les animaux, professeur. Vous avez l'habitude de comparer les animaux et les humains. Alors, moi, je pense, je peux me tromper, qu'il y a cette division parce que regardons un peu les animaux. C'est chaque animal qui élève son petit. Chez les humains, ce n'est pas ce qu'on observe, professeur Emmanuel Lipold. Oui. Alors, je compare les animaux aux hommes. Bon, le mot humain, là, je pense que l'être que nous sommes, nous allons devenir des humains
lorsqu'on va s'humaniser, bon, lorsqu'on va poser des actes humanitaires dignes de ce nom. Pour le moment, nous sommes une catégorie d'animaux ou des bêtes. Vraiment, c'est insultant, d'accord, mais je prends ça sur moi, qui ne fait pas des efforts à établir la différence entre réfléchir et être intelligent. Alors, pour l'intelligence va dans tous les sens. La réflexion se limite sur le fait de raisonner, de trouver la raison d'être, de voir derrière la raison qu'est-ce qui est raison. Alors, ça nous rend déraisonnés, des personnes qui raisonnent, qui ne raisonnent pas sur la base de nos logiques individuelles, mais du genre de logiques universelles ou des logiques qui sont indiscutables. D'accord. Parce que quand je dis qu'on ne peut pas plonger dans l'eau alors qu'on ne sait pas nager, c'est une logique, c'est indiscutable. Hein? Si tu ne sais pas nager, essaie de plonger, alors on va voir. Alors, si l'homme que nous sommes, nous pensons que nous avons atteint un niveau élevé par rapport à la bête, alors que le b.a.-ba du respect des lois de la nature nous échappe, dans l'alimentation en mangeant des produits des usines à la place des aliments qui sortiraient du sol, qui nous échappe dans la consommation des liquides qui sont d'une nuisance inouïe, les sucreries et tout. Alors, à un moment donné, nous sommes en déphasage avec l'intuition. Parce que l'intuition, c'est ça qui guide. Dans certaines femmes dans le foyer, elles sont intuitives et ça fait évoluer les hommes, même dans leur lieu de service. Ce qui fait dire que la nuit porte conseil, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème à l'Assemblée nationale d'un pays, d'un grand pays, et que les messieurs qui étaient en réunion dans cette assemblée, les débats campent, chacun retourne. En retournant, on dit, la nuit porte conseil, allons-y, demain on verra ça. D'accord. Alors donc, la femme va donc reprendre, dans l'entretien avec son mari, le compte rendu obtenu, des idées de son mari et puis les idées des autres et tout. Essayer de dire à son mari que, bon, moi, à ta place, voilà ce que tu aurais dû faire ou tu aurais dû dire. Et demain, on peut rencontrer 2 ou 3 personnes ou plusieurs personnes qui ont reçu de leurs femmes les mêmes idées. Donc là, l'intuition a sa valeur. On n'a pas besoin d'aller à l'école, avoir tous les diplômes pour pouvoir être porteur d'une bonne dose d'intuition. Voilà. D'accord. On va passer à la rubrique réflexion et évocation. La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Sendt et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer, parce que il y a 2 personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement, c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que
quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon. C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir qu'elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de Monsieur Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau études, il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion. Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie. Et c'est là qu'il a fait ses premiers pas au niveau scientifique, ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur.
Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendraient de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. Retour sur le plateau du Monde Inconnu. Professeur Ermaniel Lipote, votre commentaire par rapport à cet élément? Alors moi, je pense que ce commentaire-là essaie d'expliquer comment les choses ont commencé. La base des choses, ça a commencé avec des gens qui ont voulu embraser leurs idées, amener à ce que leurs idées soient les idées à respecter par tout le monde. Bon, par exemple, du moins le mal qu'est l'être vivant que nous sommes, et partout, surtout les hommes, hommes avec grand H, c'est que nous voulons que les gens acceptent nos idées. Nous voulons imposer nos idées aux gens. Bon. Par contre, du monde animal, les bêtes, le poussin subit les idées de sa maman. Ça de la poule. Oui. Les chiots suivent ce que les indique leur mère, la chienne. Bon, c'est une forme d'école qui est basée sur le respect des lois de la nature, que nous, les hommes, n'avons pas. Nous avons une école qui est basée sur des rapports de force, sur l'implémentation des hégémonies, sur les normes de certaines personnes qui forment une certaine forme d'académie. C'est-à-dire, ici, l'académie, c'est quoi? C'est que voilà ce que nous voulons que tout le monde fasse. Alors, ces personnes-là ne sont pas tellement de bonnes, n'ont pas toujours de bonnes intentions. On ne peut pas dire que pas de bonnes intentions du tout, mais non pas toujours de bonnes intentions par rapport à l'humanité, par rapport à des peuples. Voilà. Donc on se retrouve dans une situation où, voilà, ça peut prendre corps une déviance. Et ça devient plutôt une science. Ok. On va prendre la page pratique. Les Noirs dansent. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique. Les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent des livres, pendant que les jeunes Américains créent Google, Facebook, Microsoft, YouTube et vont sur la Lune. Pendant que les jeunes Asiatiques fabriquent des missiles, des smartphones, des voitures, en Afrique, les Noirs dansent. Ils dansent dans les églises, chantent pour louer Yahvé, Allah, Elohim et d'autres dieux qu'on leur a imposés et aller en boîte de nuit, ceux noirs, pour la plupart, ne songent à rien sauf à danser. La nuit est faite pour dormir, mais les Noirs dansent au point d'oublier le travail de demain. Pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs pour faire fortune. En Afrique, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Ils rêvent des bureaux, de la fonction publique, de l'Occident, de gagner à la loterie, mais en attendant, ils dansent. Oui, ces Noirs dansent. Ils dansent la danse de leur déchéance. L'émotion est noire. Pendant que les jeunes occidentaux créent des ONG internationales pour se développer, ces Noirs dansent pour finir le lendemain dans la famine, pour enfin se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer et laisser la place aux jeunes occidentaux venir avec leurs ONG pour voler nos richesses. Ces Noirs dansent et boivent dans les boîtes et bars. Pendant que les jeunes Chinois sont dans nos mines d'or et diamond pour travailler nos richesses à leur guise. Oui,
Putain, ces noirs dansent, ils dansent. De retour sur ce plateau, professeur Hermaniac Despotes, pourquoi avoir choisi cet élément? C'est révoltant de constater que, bon, 50 ans après la colonisation, nous sommes restés colonisés, qu'on appelle ça néocolonisation ou quoi. Et 50 ans après la colonisation, nous sommes, comme disaient les Belges aux Congolais, l'indépendance sera comme avant l'indépendance. Alors le mal est que nous avons ce qu'on peut bien dire, des preuves aujourd'hui que nous sommes des instruits, du fait d'avoir des parchemins, des papiers. Maintenant, le véritable problème, pourquoi le noir danse? Parce que là, cet élément n'a pas été proposé pour rien. Oui. Parce que les substances alimentaires que nous consommons, de ce qui sortait des usines, que ce soit des boîtes de conserve dont les poissons sont trempés dans du formol, vous avez un poisson, la sardine, du maquereau et tout, qui traverse des âges, puisque la boîte de conserve peut faire des mois, pour ne pas dire des années, avant d'être consommée, et sans que la chair de ces poissons-là ne soit pourrie. Alors aujourd'hui, il y a, comme pour bien comprendre les choses, des substances psychiatriques qui proviennent des études des techniques nanoparticulaires qui permettent à ce qu'on peut prendre la mélanine des noirs, injecter ça dans la boisson, dans les boîtes de conserve, dans tout ce qui est vendu industriellement, chocolat, bonbons et tout, de manière à ce que lorsque le noir boit ça ou mange ça, et que quelqu'un d'autre, un arabe, un français et tout, en mange, que ça n'agisse pas sur son cerveau de la même manière. C'est-à-dire le côté psychiatrique de ces substances-là ne va donc pas fonctionner chez les gens qui n'ont pas les mêmes substances à partir de leur peau que le noir. Alors ça fait donc que lorsqu'on regarde aujourd'hui la gamme des produits qui est de ce qu'on boit, de ce qu'on mange dans des chocolats, des yaourts et tout, où dans cette gamme il y a le code E de E100 à E182, c'est des produits faits à base des substances pétrochimiques, mais qui sont des produits alimentaires et qui sont aujourd'hui repérés ou du moins détectés comme des produits susceptibles à provoquer le déficit intellectuel. Donc, on peut avoir les diplômes aujourd'hui en Afrique, au sortir de l'école, tout part, on reste avec le papier. Voilà. Et puis, dans ce genre de déficit, on a remarqué l'hyperactivité chez les enfants et même le déficit, pas seulement scolaire, mais de sociabilité. Donc, les enfants parlent n'importe quoi aux aînés, oui. Hein, oui. Ils insultent les vieilles personnes, ils sont... Alors, peut-être que cela a commencé déjà avec l'Europe, où quand on vieillit, on doit aller à la case de retraite. Oui. On n'a plus besoin d'être avec les autres personnes. Bon, comme pour ne pas dire que quand on vieillit, on ne sert plus à rien, on doit être tué. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est un peu révoltant. Il y a certains de ces éléments, nous avons dit surtout à la page pratique, qui ne sont pas forcément sur la ligne de la chronique du jour, mais tout au moins, ça doit faire réfléchir. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est le moment de prendre part à cette édition. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va prendre le SOS téléspectateur.
va prendre ce message de Kenfak, patriarche. Peut-on guérir complètement du diabète? Oui. On peut guérir, toutes les maladies sont guérissables, si on me permet le terme. Oui. Mais on ne peut pas guérir tous les malades. Bon, parce que souvent, moi, j'ai l'habitude de dire que dans mes 46 ans de pratique, j'ai eu l'occasion de constater que toutes les maladies sont guérissables. Mais ceci étant, je ne peux pas dire que tous les malades qui sont venus avec des mêmes maladies ont été guéris. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes que ce n'est pas la peine de lui donner des consignes, bon, mettons même le mot consigne à côté, mais une certaine information sur le changement de mode de vie, ça ne va pas coller. S'il fume, va continuer à fumer. S'il boit de l'alcool ou bien boit je ne sais pas quoi, va continuer à boire. Mais entre-temps, la cause de sa maladie est quelque part dans ce qu'il fait. Et il ne veut pas le comprendre. Voilà. D'accord. Comment entamer une guérison à partir de sa spiritualité, étant donné qu'elle est le départ de tout? Bon, je crois qu'on va essayer de voir dans la suite de ce que nous faisons, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'une guérison spirituelle, pour ne pas dire une guérison divine. La guérison que nous avons à acquérir viendrait de nous-mêmes, ne viendrait pas d'un système médical ou bien d'un corps de métier qui fait dans la médecine, ne fût-ce que la médecine holistique, c'est-à-dire du corps global, mais viendrait à partir de ce que chaque personne prend comme décision à ne plus développer telle pathologie, ne plus développer de maladie. Et là, c'est une situation qui doit aller dans ce qu'on peut dire la recherche d'un certain savoir. Et ce savoir-là, on a toujours dit ça, va dans le cadre de la reconnaissance ou bien alors la prise de conscience, voilà, qu'on est des êtres divins. C'est-à-dire qu'en nous sommeille le divin. C'est ce divin-là qui fait en sorte que nous vivons. C'est ce divin-là qu'on appelle la vie, c'est ce divin-là qu'on appelle Dieu. Alors, donc, il faut faire prévaloir ce Dieu dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées, au point à faire en sorte que les pouvoirs qui sont en nous, qui sont à l'état latent, qui dorment, qui sommeillent, qui font en sorte que ce Dieu-là ne prend pas de dessus sur la matière qu'est notre corps physique, parce que c'est le corps physique que nous entretenons, c'est lui qu'on habille, c'est lui qu'on soigne, c'est lui que nous avons connaissance. Alors, il faut qu'à un moment donné, chaque personne prenne conscience du fait que il y a Dieu, d'accord, mais il est lui aussi parcellaire de ce Dieu, Dieu étant comme un macrocosme, lui il est un microcosme. Oui. Donc il faut rechercher l'étincelle divine qui est en soi. Voilà, c'est le seul moyen, mais ce n'est pas en voulant le faire comme pour forcer une situation. C'est pourquoi on parlait un peu d'un besoin initiatique à se donner. Voilà. Ok, juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran est réservé uniquement pour le moment aux SMS. Les appels se font hors antenne. Nous avons ce message de Kadhafi Terry, agent technicien en sciences pharmaceutiques, qui voudrait savoir la cause du diabète gestationnel selon la métaphysique. Bon, vous savez, la particularité de la médecine occidentale, c'est symptomatiser le dysfonctionnement de notre organisme. Donc quand on est enceinte, on peut développer des pathologies du fait même de la constipation. C'est-à-dire que
le fœtus vient prendre la place des intestins, bascule les intestins, la digestion se voit trouble. Et puis là, la femme enceinte commence à développer un certain nombre de dysfonctionnements qui seront face à la médecine officielle considérés comme des pathologies qui sont liées à la grossesse. Maintenant, du point de vue métaphysique, c'est juste une manière de comprendre que cette femme, cette dame, la prise de position du fœtus dans son tube digestif a rencontré le fait que l'équilibre déjà digestif au départ n'était pas là. Il peut y avoir aussi d'autres phénomènes tels que peut-être que la grossesse, les choses se passent dans un environnement où on peut parler un peu de la jalousie. Et cette jalousie peut être en rapport avec le voisinage. Le voisinage, ici, on fait allusion pas simplement aux étrangers, mais aux membres de la famille. Bon, qui, par moment, on peut être étonné qu'il soit question de refuser de voir quelqu'un fonder un foyer. Donc tu as une femme, elle ne doit pas faire des enfants. Bon, donc tout peut être en ligne de compte en rapport avec le fait que la grossesse n'a pas été préparée. Parce que du point de vue métaphysique, une grossesse doit se préparer des années avant. Hein? Ce n'est pas une histoire que dès que tu te maries, tu commences à chercher la grossesse. Non. Quand tu mets dans la tête, toi la femme, que tu vas te marier un jour, commence à te dire que quand je vais me marier, il faut que dès le premier mois, que je sois enceinte. De même l'homme. De même l'homme. Mais ce n'est pas ça. Tout arrive comme par hasard, alors que ça devait être, faire l'objet d'une préparation. Donc, je ne sais pas si je réponds à sa question, j'essaie d'expliquer la chose de cette manière. Voilà. Ok. On a ce message de Ivan de Yadé. Désolé pour le hors-thème. J'aimerais savoir... vraiment, quand on meurt, notre esprit quitte le corps et notre âme va poursuivre une nouvelle mission. Notre esprit ôté de notre conscience, où va-t-il? L'esprit ôté de notre conscience. Là, maintenant, il faut entrer dans les compartiments du corps, ce qu'on appelle souvent la constitution occultée du corps de l'homme. Oui. Bon, mais là, je pense qu'il n'est pas au sujet, il est tout dans le sujet, mais sauf que ça nécessite que les réponses soient données de manière préparée. Bon, parce que là, on va parler de l'ensemble des différentes parties du corps, c'est-à-dire le corps physique, double éthérique, corps mental, corps causal, tout ça là. Bon, corps bouddhique et tout. Ça devient un embrasement de choses qui se mélangent avec les connaissances africaines et les connaissances asiatiques. Bon, donc il faut une préparation pour mieux expliquer sa question. Voilà. Du coup, il peut peut-être appeler hors antenne. Prenons note. Il peut appeler hors antenne aussi s'il veut dialoguer au sujet de ça. D'accord. Ivan de Yaoundé, qui aime beaucoup vos enseignements, a une deuxième question. En métaphysique, la consommation des œufs a-t-elle la même réaction karmique que celle de la viande? Bon, alors, les œufs, je ne sais pas. Il y a un problème. L'œuf, c'est un être qui n'est pas vivant, mais qui va vivre. Oui. Parce que si on prend les œufs de la poule, et qui sont des œufs vraiment, parce qu'il y a deux types d'œufs. Il y a l'œuf non fécondé, qui ne peut jamais faire de poussin. Là, on a mangé de la saleté, des produits cancérogènes et tout, ça dépend comment on l'a, qu'est-ce qu'on a obtenu après avoir, en faisant la cuisson de cet œuf. Si on fait ça
œuf à la coque, c'est une chose, mais si c'est une omelette, c'est une autre chose. Bon, donc, il y a deux catégories d'œufs. Il y a l'œuf qui peut faire le poussin et l'œuf qui ne peut pas en faire. Ce qui ne peut pas en faire le poussin, c'est les œufs cancérogènes parce que c'est des œufs obtenus à base des produits de la provenderie qui sont des produits qui sont nuisibles pour la santé. Voilà, qui sont des produits nuisibles pour la santé. Bon, maintenant, en prenant donc les œufs nuisibles pour la santé, il y a déjà un problème. En prenant les œufs qui sont supposés ne pas être nuisibles pour la santé, supposés, parce que même l'œuf fécondé, oui, c'est une matière collante qui digère difficilement. Il faut savoir comment préparer ça. D'accord. Alors, ça veut dire que même ça rend malade. Alors, tout ce qui nous rend malade est considéré du point de vue métaphysique comme une souillure qui serait nécessaire à éviter. Voilà. D'accord. Professeur, dans une chronique, on a dit pas de contagion dans un corps organisé. Est-ce vrai que le virus est importé et besoin d'être plus édifié à ce sujet? C'est Sarah qui nous envoie ce message. Veuillez appeler après l'émission, s'il vous plaît. Vous pouvez appeler hors antenne. Pour le moment, vous pouvez juste envoyer les messages. Professeur Emmanuel Glipot. Alors, le problème de virologie, c'est un problème qui est semblable à ce qu'on disait avant, le sang ne circulait pas. Normalement, les cellules sont aussi petites comme elles sont à la base pour permettre à ce qu'elles aient la possibilité de s'autoprotéger. Mais on a constaté qu'à l'intérieur des cellules, on peut voir loger oui, des substances qu'on a appelées virus. Alors, ces substances qui ont réussi à casser la barrière de la cellule ne sont pas des substances naturelles, c'est des substances artificielles, c'est des substances obtenues dans le laboratoire. Quand on peut faire une recherche dans les techniques de nanoparticules, c'est là qu'on comprend bien comment ces substances-là arrivent. Ça arrive avec le dioxyde de titane qu'on rencontre dans tous les pâtes alimentaires, les pâtes dentifrices, les médicaments, le paracétamol, tout ce que nous consommons, des bonbons, du chocolat, du chewing-gum et tout. C'est une substance qui est à base d'un rocher et qui est tellement brillant, tellement propre, de façon à ce que lorsqu'on fabrique quelque chose avec, ça donne envie. Par exemple, lorsque on prend du chewing-gum, lorsque vous avez ça en main comme ça, vous ne pouvez pas résister de ne pas mettre ça dans la bouche parce que vraiment c'est beau à voir et on a l'impression que comme ça se mange, il faut qu'on mange ça absolument. Bon, alors si bien qu'avant de tomber sur le caoutchouc, il y a une couche oui, qui est craquante et ça c'est cette substance dont je venais d'appeler dioxyde de titane. Il y a aussi le dioxyde de titane, c'est des nanoparticules. Quand vous les sucez, ça peut attaquer les cellules de l'estomac et créer un cancer de l'estomac ou endommager son estomac. Ça dépend de chaque personne parce que tous les humains, tous les corps humains n'ont pas le même fonctionnement. C'est ce qui fait que selon le tempérament, on parlait du système immoral. Bon, selon le tempérament, il y en a qui sont biliers. Leur point faible, du moins le point faible de leur organisme se trouve au niveau du foie. Bon, il y a les sanguins, la circulation du sang, lymphatique et tout, ainsi de suite. Bon, maintenant, si vous mangez des choses qui vont dans le sens
à ce que vous avez déjà pour point faible le foie et que vous mangez des choses qui sont censées toucher votre foie, vous êtes exposé à une situation plus grave que celui dont son point faible est ailleurs. D'accord. Voilà. Comment faire pour acquérir un grand degré d'immunité? C'est toujours Sarah qui nous envoie ce message. En essayant d'avaler son ego. L'ego, je ne dis pas le tuer, mais l'avaler. C'est l'ego qui nous permet de ne pas nous suicider. C'est l'ego qui nous permet de ne pas admettre qu'on soit insulté. C'est quand on a l'ego qu'on a honte. Quand on a avalé, quand on a tué son ego, on n'a même plus honte. Bon, mais maintenant, l'ego aussi, c'est ce qui fait en sorte que nous devenions arrogants. Oui. Pour le peu que nous avons de l'argent, hein, nous ne sommes plus la personne qui hier n'avait rien. Bon, pour le peu que les gens nous prennent pour vedettes, nous pensons être au-dessus de ces gens-là même, qui sans eux, nous ne serons même pas vedettes. Alors là, cet ego doit être atténué, et c'est là que l'immunité va prendre le dessus. Et lorsque l'immunité prend le dessus, on devient une personne digeste, une personne qui peut être partout comme, sans aucune forme de marginalisation. Cette personne peut être partout chez soi, hein, et être acceptée par tout le monde, pour le peu que cette personne est avec des gens. On constate que c'est... Bon, même les gens qui te détestaient avant peuvent être étonnés que mais tu es quelqu'un de simple. Voilà. D'accord. Alors, nous avons ce message de Benito depuis Yaoundé. Est-ce qu'un affranchi peut avoir encore peur de sorcellerie ou d'affronter les difficultés de la vie, professeur? Non. Un affranchi, c'est celui qui a atteint un degré d'évolution spirituelle élevé et en quelque sorte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit mettre l'abîme entre son passé et son présent. L'abîme étant, je le disais tout à l'heure, étant le fait d'oublier tout ce qu'on t'a dit, qui n'était pas nécessaire à garder, et de ne rester qu'avec ce qu'on t'a dit qui est nécessaire à garder. Mais là, c'est un degré de discernement qui ne dit pas son nom. Et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde pour pouvoir atteindre ce degré de discernement en question. Voilà. Et comment sait-on qu'on est affranchi, professeur Emmanuel Lipote? Alors, pour qu'on soit affranchi, ce n'est pas évident. Il faut tout simplement, c'est pourquoi au cours des éditions passées, nous avons mis beaucoup du temps à parler de la méditation. Oui. Et ici, nous avons fait allusion de la méditation, la solution à nos problèmes. La solution à nos problèmes, nous avons tellement de problèmes, autant de problèmes que c'est inimaginable. Donc, il fallait plusieurs décisions où nous étions obligés de passer d'abord avant la série d'émissions concernant comment dirais-je, la méditation. Oui. On a parlé d'abord de l'alimentation spirituelle. On a pris énormément du temps également pour cette alimentation spirituelle en question. Donc on a une obligation de se mettre dans la logique de comment faire pour aller vers la connaissance. Bien. Voilà. Et comment éviter les couches de nuit? C'est Alexandre qui nous envoie ce message. Bon, alors les couches de nuit, je le dis souvent, ça peut être question de nos erreurs. Parce que le fait de manger tard, ça n'est une chose. Quand on mange tard, on passe se coucher directement. Oui. On peut avoir des troubles digestifs qui vont entraîner un dysfonctionnement
hormonal, c'est-à-dire un dysfonctionnement de la façon dont la digestion s'est bloquée, et que cela entraîne des effets au niveau du subconscient, et ces effets au niveau du subconscient vont remonter au niveau du cerveau pendant qu'on dort. Et on va enregistrer donc des difficultés allant dans le sens des cauchemars. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yeglipote, c'est quoi l'envoûtement, surtout lorsqu'il est évoqué comme principale faille de maladie mystique? L'envoûtement, c'est l'autre pôle de la sorcellerie. L'envoûtement, c'est quelque chose qu'on prépare à faire contre un individu. Différemment de la sorcellerie où on se déporte à déranger quelqu'un parce que on utilise son double, parce que le sorcier, lui, il sort de son corps pour pouvoir atteindre sa cible. Par contre, l'envoûtement, c'est un dispositif. On peut prendre la photo de quelqu'un pour l'envoûter. On peut même dessiner une statuette et on baptise ça le nom d'une personne. Nous ne pouvons pas expliquer toutes ces choses comme pour donner la chance aux malfaiteurs de... Voilà. Donc l'envoûtement, c'est ça. Par contre, la magie noire, souvent, est en rapport avec l'envoûtement, mais ça ne se pratique pas surtout par les personnes qui envoûtent, mais par les personnes qui sont appelées à faire du job. C'est-à-dire quelqu'un peut venir me voir et dire, bon, écoute, je veux que je neutralise telle personne, que je la bloque. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, par exemple? Si je suis du domaine, du genre de ces personnes-là qui vivent des jobs du genre, alors on prend de l'argent et puis maintenant on fait un dispositif, un instrument qu'on va baptiser à partir du nom de la personne. On va faire ce travail et puis petit à petit la personne sera concernée par les méfaits vibratoires propulsés contre elle. D'accord. Voilà. Donc l'envoûtement est différent de la sorcellerie, parce que la sorcellerie, on peut, c'est le double, on prend aussi ton double. Voilà. Et puis tu te lèves le matin avec des courbatures, avec ceci, qu'on t'a bien tapé dans la nuit. Bon, voilà. Peut-être que tu étais un pont qui avait un caniveau, on t'a appuyé, on t'a mis comme une planche. C'est là où tout le monde passe. Voilà. Mais là, comme ça, au réveil, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, voilà, est-ce qu'on peut renverser la situation? Non, on ne pouvait rien faire. On est passé sur vous, par vous, pour toute la nuit. Et vous pouvez faire quoi? C'est déjà passé. Mais sauf que les effets restent comme les marques. Hein? C'est ça. Et peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'on puisse se prémunir pour que ça ne se répète plus. Voilà. Mais lorsqu'on a ces courbatures, professeur, vraiment au réveil, parce que ça arrive à beaucoup de gens, hein, professeur. Au réveil, tu as des courbatures, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut juste croiser les bras et puis se dire, voilà, ça va passer. Ou alors, est-ce qu'il faudrait peut-être utiliser du citron? D'ailleurs, vous nous en parliez d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si je peux donner une recette. Pour une fois? Non, même pour 2 fois. Je peux pas donner des recettes parce que c'est au cas par cas qu'on peut expliquer les choses. S'il faut donner une recette pour tous les cas de figure, je me porte en faux. Parce que moi, je me dis que on ne vient pas à la télé pour rigoler ou pour faire de la sensation. C'est au cas par cas. Il faut écouter le malade. Pourquoi c'est vous qu'on a choisi? Parce que les gens souffrent et puis on ne peut pas s'amuser avec les souffrances. Même si on vient pour dans un but d'avoir, je ne sais pas moi,
des malades ou bien des gens à aider, parce qu'en fait aussi il n'est pas exclu que si tu es une lampe, une lumière, Oui. hein, que tu puisses t'enfermer et que tu te mettes dans un enclos où tu ne donnes pas la chance de venir vers toi. Non. Mais il ne faut pas dire je suis la lumière. Il faut que les gens qui t'écoutent, qu'ils sachent que tu es la lumière par eux-mêmes et qu'ils viennent vers toi. Ok. Voilà. Mais professeur Herman Yaglipot, avec tout le respect que je vous dois, on a parfois l'impression que vous, vous êtes ce genre d'ancien qui habite dans un village. Il sait beaucoup de choses, il aide beaucoup de gens, sauf que il n'aime pas qu'on parle de lui. Il est assis dans une cabane là, il n'a pas de moyens, pourtant des fois on s'interroge. Voilà quelqu'un qui aide les gens, qui, voilà, vous n'avez pas de 45 ans, de 46 ans. Oui, ça fait 46 ans que vous exercez. Bon, on a alors, vous ne parlez jamais de vous. Maintenant, vous parlez du thème. Vous êtes en train, non, vous ne voulez pas répondre à la question, professeur. Je vais en venir. Oui. On a un thème ce soir. D'accord? Oui. Si je dis à l'antenne que tous ceux qui ont le diabète et qui ont bu les médicaments fatigués viennent me voir demain. Oui. Bon, viennent me voir tout court. Alors, les gens ne viendront pas pour peut-être suivre des conseils au même moment qu'on leur donne la possibilité de se prendre en charge, ou au même moment où on leur donne même les produits pour les accompagner. Ils viendront prendre le produit du diabète. Mais professeur Emmanuel Lipot, on a été éduqué. Je m'explique. Oui. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on parlait de collaboration multisectorielle, le médecin va rester dans son cabinet, attendre que les gens viennent le voir, qui sont des thérapeutes comme lui, ou alors mieux que lui. Mais que les gens là se rabaissent, partent voir un type qui n'est qu'un prescripteur de médicaments. Et parce qu'il a bac plus 15 ou 17, ça veut dire qu'il est au-dessus des autres qui n'ont pas bac plus plus, mais qui pourtant règlent les situations des malheureux camerounais, par exemple, s'il faut parler, ou des malheureux africains, hein, au micron près, c'est-à-dire tu as le diabète, tu es soigné, tu as le sida, l'autre dit ça ne guérit pas, bois seulement le médicament, tu pars à gauche et on te purifie le tube digestif et tout, ton côlon est vidé et tout, et puis finalement tu commences à te sentir autrement et puis tu ne parles plus de la maladie. Bon, alors maintenant, toi tu dois te rabaisser devant un prescripteur parce que lui il est officiellement installé et il est protégé par des lobbies pharmaceutiques et même par l'État de ton pays. Alors, maintenant, c'est lui qui indique la voie à suivre. C'est-à-dire, quand quelqu'un échoue chez le médecin, diabétologue de son état, qui lui-même il a son diabète, se retrouve au quartier, qu'est-ce qu'il attend? Qu'on lui propose un produit pareil comme les Thiamicron, les machins retard, le tout et tout. Pareil. Ne viens pas lui dire que, bon, écoute, le pancréas est monté et descendu. Non, il a une maladie du sucre dans le sang. Hein? Il a ses languettes ou je ne sais pas quoi, qu'il fait les tests avec. Voilà. Tu vois? Professeur Herman Yaglipot, parlons des diplômes. À une certaine époque, ça n'existait pas. Alors, des personnes qui construisaient des pyramides, des routes, des immeubles, professeur, et comme on va observer, ça tient encore jusqu'à aujourd'hui. Ils n'avaient pas de diplôme. Aujourd'hui, on a des ingénieurs, on a des bacs plus 15, comme vous disiez, mais on observe que les immeubles qu'on construit aujourd'hui ne tiennent pas. Comment comprendre cela? Bon, disons, il y a iPhone. Steve Jobs n'avait pas tous les diplômes avant que nous ayons les tablettes et tout ce que nous avons eu de cet homme-là, les ordinateurs et tout. Bon, donc c'est pas qu'avant, même jusqu'à nos jours, on a remarqué que l'école enseigne sur la base de la copie-collée des idées des gens, mais non sur un système innovant.
Donc c'est ce qui fait que les diplômés de l'enseignement même supérieur n'arrivent pas à créer forcément. Parce que la plupart de ce que nous utilisons au quotidien, des découvertes ont été faites par les Noirs américains, mais ils n'allaient pas à l'école. Voilà. Donc le fait de créer, d'innover oui, bon, tout le monde peut le faire à partir d'une formation scolaire, mais le plus souvent, les gens qui mettent sur pied un système de fonctionnement nouveau partent sur la base des riens. Bon, donc je dis tout à l'heure, les animaux n'ont pas besoin peut-être de faire évoluer la société d'une certaine manière, mais leur vie est rangée. Ils éduquent leurs enfants, ils n'ont pas besoin d'église, n'ont pas besoin d'hôpitaux. Ils se soignent quand ils sont malades. Mais l'homme, quand il est malade, il est incapable de se soigner. Tu es malade au Cameroun, les produits viennent d'un autre continent. Bon, c'est comme pour dire que tu as faim dans ta maison, c'est le voisin, même pas le voisin, un voisin lointain qui te donne à manger. C'est formidable. Et surtout pour nous les Africains. Alors, j'adore le SOS téléspectateur. Le prof dit trop de choses intéressantes. C'est Ivan qui nous envoie ce message. Merci. Alors, j'ai des problèmes dans ma vie. Je veux bien avoir le contact du professeur. Alors, la personne va appeler à ce numéro hors antenne. Là, il aura mon contact. Comment remédier aux attaques mystiques dans la nuit? C'est Franck Aboda qui nous envoie ce message. Bon, les attaques mystiques dans la nuit ne sont pas généralisées. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire que chaque personne et chaque maison a ses attaques. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on aille au cas par cas. Parce que vous avez des attaques mystiques, vous le croyez bien, mais ça peut aussi être que peut-être ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Bon, moi Professeur Herman Yeglipot, au cas où c'est ça. Oui. Comment faire? Comment faire? Voilà. Ah mais non, il faut allumer les encens. Il faut utiliser des petits objets, par exemple le charbon bois. Lorsque on peut avoir une petite assiette en inox et qu'on y mette du charbon, et puis au beau milieu de ces charbons, on met un citron, on met tout juste au beau milieu du lit. Ça peut aider. Sauf qu'il faut avoir un lit qui peut prendre... Parce qu'il y a les lits où c'est le matelas seulement, même le sol. Oui, professeur. Bon, alors c'est pourquoi j'ai dit au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Encore que, en faisant ce genre, entre guillemets, de pratique, si vous habitez à la maison, par exemple, au nombre de 15, on dira que vous êtes sorcier. Voilà, ou bien même avec votre épouse ou avec votre époux. Oui. Parce qu'il y a des hommes, ils n'aiment pas voir ce genre de choses chez lui. Il y a des personnes, ils suivent cette émission, sa femme ne suit pas. Ou l'inverse, c'est la femme qui suit. Et lui ne suit pas. Donc, tu ne peux pas donner une recette sans que ça entraîne un problème dans le foyer en question. D'accord. C'est ça. Comment éviter d'être pris dans la sorcellerie à notre insu ou sans notre consentement? C'est le sénateur junior du Sud Cameroun qui nous envoie ce message. Non, on ne peut pas être pris dans la sorcellerie sans notre consentement. D'accord. Si tu ouvres les portes, les gens viennent. D'accord. Bon, à partir du moment où on se laisse faire, où on pense que peut-être qu'on a mis tout entre les mains de Dieu, on est devenu passif, on n'est pas actif, on ne bloque rien. On ne cherche pas à étudier le fonctionnement de sa vie dans sa double dimension. On ne peut pas avoir des recettes qui puissent marcher. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Bon, nous sommes restés dans la logique de parler des maladies occultes jusqu'à plusieurs éditions. Je pense que la prochaine édition, on y sera également avec peut-être un nouveau cas. Aujourd'hui, c'était le diabète. D'accord. Également, c'était l'hypertension. On va voir avec le cancer peut-être, ou je ne sais pas avec quoi. Bon, voilà. Ou bien avec les maladies suspectes, comme, D'accord. Comme l'épilepsie et tout, parce qu'il y a plein de choses
qui doivent être révélées. Des maladies suspectes. Ok, ne ratez pas le rendez-vous. Professeur Emmanuel Guipote, merci. Merci à la technique. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23 h. D'ici là, portez-vous bien.